Alors bonjour, je fais actuellement un petit reportage sur notre village des Arcs. En tant que premier magistrat, est-ce que vous pourriez un peu me parler de votre village? Oui, bien sûr. Alors le village des Arcs que l'on voit aujourd'hui et quand même depuis quelques années se moderniser a une histoire. Son histoire, elle remonte très loin, puisque les premiers vestiges de vie que l'on a vus sur la commune remontent au Paléolithique. Sans aller jusque-là et rentrer dans le détail, les Arcs, la vie des Arcs commence pratiquement au 5e siècle, où on voit là les premiers actes de propriété qui commencent à arriver et que l'on retrouve bien entendu dans les archives. On voit et on peut mesurer plus facilement l'évolution depuis les années 40 avec des réalisations qui ont marqué la commune, notamment le groupe scolaire Jean Jaurès, qui est un groupe qui architecturalement est très particulier et qui a été inauguré en 1936. Là, ça marque vraiment, c'est une date importante. Je ne sais plus qui est-ce qui jouait du piano et nous on chantait à l'inauguration de l'école. J'y suis allé là. Avec Jean Zé. C'était le ministre de Jean Zé qui était venu. Peut-être. Oui. Bon, Ministre de l'Éducation nationale. Se sont succédés, avec les maires qui se sont succédés, des réalisations importantes. La rénovation du barrage sous la municipalité de Raoul Textoris. Derrière, sous la municipalité du docteur Geoffrey et de ses différentes équipes, on a vu des réalisations, des infrastructures sportives, des voies de desserte, bien évidemment beaucoup de réserves foncières sur lesquelles aujourd'hui, encore aujourd'hui, la commune fait des réalisations publiques. On le voit avec la crèche, les salles de sport, le nouveau groupe scolaire Hélène Vidal qui a été inauguré début 2009. Donc, vous voyez, groupe scolaire Jean Jaurès, le premier inauguré en 1936 et le deuxième inauguré en 2009, dont la construction a été initiée sous la municipalité précédente de René Messonnier. Donc on voit qu'à chaque étape, des réalisations et une évolution de la ville qui, bien évidemment, garde toute sa ruralité aujourd'hui, et je crois que c'est important, et c'est ce qu'on veut surtout garder. Se moderniser, y voir du développement économique, mais surtout, j'allais dire très simplement, ne pas devenir une ville. On souhaite garder tous les atouts qui nous permettent de bien vivre ici. Par exemple, les 1540 hectares de forêt communale que compte la commune. Rares sont les communes qui en détiennent autant, qui sont un atout formidable pour la balade, pour l'exploitation forestière. Un territoire agricole, puisque la viticulture y a bien sûr toute sa place, et qui pèse encore entre 10 et 12 l'économie, et bien sûr avec un vin excellent que tout le monde connaît. Et tout cela, on tient à le sauvegarder, et en matière d'urbanisme, on voit que c'est encore une ville, et elle le restera, qui garde un aspect typique de village provençal, même si ça et là, on voit quelques bâtiments poussent. On garde quand même une architecture qui est encore l'architecture d'un village. Alors bien, on souhaite tout simplement que tout ça perdure et surtout maîtriser tout ce qui va s'y passer. Alors bravo pour ce que vous faites et j'allais dire bravo pour ce que tu fais parce qu'en réalité on se connaît. Et j'ai eu l'occasion de voir le film précédent que tu as fait sur la vie d'un certain nombre d'Arquois, qui est absolument superbe parce que la connaissance de l'histoire du village nous permet aussi d'en comprendre l'avenir. Et donc je ne doute pas que ce film-là sera une fois de plus excellent. Mon père, Marius Minge, il était adjoint au maire des Arcs, avant la guerre bien sûr.
Et ma mère... Le maire de l'époque, qui c'était? C'était Paul Simon. Ah, Paul Simon. Cette équipe Paul Simon. Et donc, à la Libération, quand Raoul Textoris est devenu maire des Arcs, il a ouvert sa liste, parce que la loi lui permettait, enfin, il a ouvert sa liste aux femmes. Et 2 femmes sont entrées dans l'équipe du conseil municipal des Arcs, dont ma mère. Ma mère, elle a été conseillère municipale. Donc, quand même très important, ce qu'il faut savoir, c'est que entre Raoul Textoris, qui a été maire pendant très longtemps, qui a donc marqué son empreinte sur la commune, en particulier parce qu'il a reconstitué tout le parage. Hein, le parage, c'est Émile Agnelli qui était son premier adjoint, mais c'est surtout la volonté politique de Raoul Textoris. Il y a eu un autre maire qui s'appelle André Geoffroy, docteur Geoffroy, qui était médecin à Toulon mais qui est arquois, et qui donc a été maire. Et puis moi j'ai succédé ensuite à Geoffroy, à M. Geoffroy en 89, et quand j'ai pris mes mandats, il a fallu aussi qu'on essaie de préserver aussi cet outil essentiel qui était la viticulture, parce qu'elle est menacée. Et là, je crois qu'il faudra peut-être que tu le rencontres. Il y a un homme qui a été déminant dans le maintien de la culture aux Arcs et dans l'action par rapport à l'agriculture en général, c'est Aimé Cabas, l'ancien président de la coopérative. Alors la coopérative vinicole, elle a été faite en 1923 et il y a eu depuis plusieurs présidents. Et donc c'est Georges Morin qui était le secrétaire administratif de la coopérative qui dans une petite allocution m'a dit « Tu as été président pendant 38 ans et demi ». On avait pour 114 000 hectolitres de volume à la cave coopérative qui correspondait avec le nombre de parts sociales. Et on le faisait avec ça parce qu'il fallait quand même une certaine réserve pour pouvoir faire de la vinification. Et on faisait par conséquent 80-85 000 hectos à l'époque. À ce moment, ils sont à 20 000 hectos. Comme maintenant, tu le vois, tous les hectares disparaissent. Maintenant, c'est la zone des bruyères, puis c'est U, puis ça en est d'autres, toutes ces maisons qui se construisent. Alors que pendant les vendanges, il y avait quand même une ambiance où chacun travaillait, chacun apportait son petit mot, sa petite rigolade. Et à midi, c'était un peu le festin, c'était vraiment agréable. 10 à 12, c'était la moyenne normale du personnel des vendanges. Alors là, il y a mon père, Juliette Alonga. Là, il y a Eugène Lager, c'était le père de Madame Gosse. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma femme, Josiane Berthet. Ça, c'est Liline Giordano. Ça, c'est Madame Berthet. Ça, c'est Monsieur Berthet. Là, il y a Jackie et il y a la sœur de Josiane. Avant de se vendanger avec les cornues. Alors, les cornues, c'était bien parce qu'elles étaient étanches. Mais il y avait des malins, comme on ne rentrait pas la vendange au degré, ils mettaient de l'eau pour faire du poids. Alors, à l'époque, c'était l'époque de Marius Morin qui a été un des premiers présidents, qui a dit on supprime les cornues parce que nous mettons de l'eau. On met des caisses. Donc si tu mettais de l'eau, ça passait à travers. Donc tu portais réellement que les raisins. Et après, alors, pour plus tard, là je te parle de moi, là, en 1950 et quelques, on a abandonné les caisses parce que c'était vraiment quelque chose d'effarant. Et on est passé au tracteur et à la benne. Et à ce moment-là, on faisait la rentrée de vendange au degré. Ça fait que s'ils mettaient de l'eau, prenez le degré de l'eau. Et que le degré est arrivé par une prise de carotteuse. Une prise de carotteuse qui te prenait par conséquent le jus, qui était enregistré à la bascule. Et tu partais avec ton ticket, avec tout ce qu'il fallait. Et tu étais désigné à, par conséquent, à vider à tel ou tel quai. Les vendanges, tu vois comment elles se présentent. Alors nous avions par conséquent dans cette exploitation une quinzaine de personnes. Et maintenant, avec le modernisme, nous avons une machine, laquelle, en 2 jours, nous fait les 3 hectares. Et avant, il nous fallait 15 personnes avec 3 journées, des fois davantage.
C'est à Aubiade où on était là, oui. En 48, tiens. Il y a ma mère, il y a ma femme, il y a Estelle, il y a Juliette à Longue, et il y a Madame Truc. Eh bien c'est au Briguer ça. C'est au Briguer. Il y a le cabanon de Charrier là. Là, c'est Paul Lombard. C'est le frère de Madame Saunier, qui était institutrice. C'est Simone Logier, ma mère, mon père et ma grand-mère paternelle. C'était plus pénible parce que, c'est forcé, hein. Le matin il fallait partir de bonne heure, mais il fallait par conséquent emporter tout le repas du cheval, ce qui comptait avant le repas de l'homme. À midi, le cheval, on le faisait arrêter, on le menait à l'écurie, et quand on avait servi le cheval, nous on mangeait. Quand on avait fini de manger, on le faisait boire, et il continuait encore un peu à manger, et puis après on attaquait les travaux. Alors évidemment, les travaux, où tu mettais 8 jours avec le cheval pour labourer, en 1 heure et demie, tu le fais le travail. Le soir, tu attendais le soleil, il soit presque couché pour partir. Et tu avais ce qu'on appelait le fanal, le fer que tu mettais à la charrette pour qu'on te voie. Mais il n'y avait pas la circulation de maintenant. Et tu arrives là, les oliviers, c'était pour obtenir les olives pour faire de l'huile toute l'année pour la famille. Et par conséquent, la feuillette, les habitudes. Et les cabinets? Il y avait le seau hygiénique, lequel il se vidait dans la tinette. Laquelle tinette, quand elle était pleine, on allait la vider aux oliviers. Car on préparait une tranchée autour de l'olivier, et le dimanche matin, on allait vider la tinette dans la tranchée qu'on recouvrait immédiatement. Parce que autrement, je l'ai connu. Et les gens du village, eux, ils l'apportaient dans les cabinets. Dans les cabinets publics. Au cabinet public, qui s'est construit en 1927 à peu près. Parce que je l'ai vu construire. Nous, à ce moment-là, on restait à la rue de la Motte. Et après, je suis venu rester ici à l'âge de 10 ans. Donc là-bas, c'est en 1900, je suis de 22, 1926-27, c'est là qu'il s'est construit le cabinet où maintenant il y a l'office du tourisme. Voilà. Ouais, tout ça, c'est tout des souvenirs. Et les gens, ils portaient leur tinette là-bas? Alors les gens, leur tinette, non. Plutôt le seau hygiénique, le matin de bonne heure. Parce que la tinette, en fait, c'était une cornue, hein, fermée, avec un gros bouchon en bois, fermé hermétiquement. Alors c'était facile pour nous qui avions des terres, on mettait la tinette, on la portait aux oliviers en haut à l'Annonciade, et on vidait. Moi je ne l'ai pas vidé encore, mais mon père le faisait, quoi. Moi je m'en souviens de tout ça. Et est-ce que tu te souviens, pour informer les gens du village? Ah oui, avec Cassius. Alors qu'est-ce que c'était là? Avec Cassius, c'était le sergent de ville. C'était le sergent de ville, lui, tu penses. Et puis après, il y avait aussi celui qui venait vendre des échaudés. Alors lui, il passait dans le village entier, il disait « Vente des échaudés, c'est moi qui les fais, c'est moi qui les vends, et c'est ma femme qui m'ouvre l'argent. » Ça, tu sais, c'est des choses que je me rappelle très bien. Et Cassius, oui, comme tu dis, Cassius, il faisait tout le village avec sa trompette, et il annonçait ce qui était pour le lendemain, ou pour une réunion, ce qui était à faire, ou la lumière, l'éclairage. Il n'y avait pas d'électricité. Alors à ce moment-là, on s'éclairait avec des huiles rances, c'est-à-dire des huiles qui étaient plus comestibles, quoi. C'était plus possible. Alors on s'éclairait comme ça. Et puis il y avait un peu de pétrole. Des fois, là c'était s'éclairer au pétrole déjà, c'était déjà un peu cher, tu vois. Parce qu'au niveau de la santé. Alors au niveau de la santé, bon à ce moment-là, on ne connaissait pas tous les mots de maintenant, même s'ils existaient, on ne les connaissait pas. Mais enfin, on traitait surtout certaines choses avec du vin chaud, des tisanes de romarin, de thym, de sauge, tu vois. Et c'était une façon comme une autre de peu guérir. Et puis il y avait également pour les douleurs
il y avait le sendou, et qui lui ne servait pas à douleur. Il servait à ramollir les chaussures, les ramener des chevaux, des bêtes. Le sendou, c'était quoi à l'origine? Ça venait de quoi? C'était le gras du bœuf. Il y avait également des fleurs, les feuilles de fleurs de lys qui étaient par conséquent macérées à l'eau de vie et qui servaient à guérir les plaies. Donc il y avait de l'eau de vie qui était obtenue par les quelques vins que produisaient déjà à des alambics qui étaient placés dans certains endroits ou qui se déplaçaient chez les producteurs. À ce moment-là, c'était pas comme maintenant, puis c'était certainement pas contrôlé comme maintenant. Et les eaux de vie servaient aussi des fois à faire des frictions sur certaines personnes. Pour les chevaux qui avaient les pieds malades, c'était au sulfate de cuivre. C'était toutes des choses qui avaient quand même son effet, qui avaient son importance, mais qui avaient de l'effet. On arrivait à diminuer quelques surfaces qui n'étaient pas en vigne. On faisait du blé, et à ce moment-là, il fallait faucher le blé. Il fallait faire par conséquent les petites meules de blé. Après, on les portait pour faire du pain. Pour faire de la farine d'abord et du pain ensuite. De la farine, on l'a portée chez Tavi. C'était la grand-mère de Marcel Maissonnier, du père de René, qui tenait le four où il y avait en face le docteur Mourant. Alors les gens, voilà, ils portaient la farine. Et pour pouvoir savoir combien ils te devaient, ils avaient à ce moment-là un morceau de bois avec des traits. Ça correspondait à ce que tu portais en kilo ou ce qu'on te donnait. Ça, je ne me souviens plus, mais je sais que c'était une planchette où il y avait des traits. Donc c'était l'arrière-grand-mère qui tenait ça. Alors là, tu le vois, mon père portait du four qui était sur la placette jusqu'à la boulangerie, de porter son pain sur l'épaule. Et ça, c'est la devanture de la boulangerie en ce temps-là. Là, tu as toute la famille qui est réunie devant la boulangerie. Tu vois mon père qui est là, avec mon frère Georges. Voilà, ça c'était entre 1932 et 1949, donc à côté de mon père, tu retrouves ces deux ouvriers. Il y a Sylvain Del Giovanni, dont tout le monde se souvient aux arcs. Et puis là, je crois que c'est Chiquin, lui il l'appelait comme ça. C'est le frère de Robert Ferrero. Ça, c'est la partie de la cueillette des olives et du traitement des oliviers. Sur cette photo, tu retrouves la manière dont ils avaient travaillé en ce temps-là. On est quand même en 1970, hein, ça fait quand même presque 40 ans maintenant. Tu as Georges, tu as André, mes deux frères, mais tu as surtout l'entraide familiale et l'entraide entre voisins. Tu as toute la famille Aymar. La famille Aymar et la famille Charabot, qui habitaient dans la rue du Docteur Moore en face chez mes parents, qui leur donnait le coup de main. Ça, c'était la manière qu'utilisaient les viticulteurs de l'époque. On chargeait les camionnettes avec des caisses et on allait vider à la coopérative. Ouais, c'était une période difficile, moi je te dis, mais c'était une période qui n'était pas très agréable. Je trouve qu'il y avait à cette époque-là beaucoup plus d'amitié. Il y avait la possibilité de se ravitailler en poisson, avec la rivière de l'Argent, bien entendu. Et là, on allait pêcher, enfin, ils allaient pêcher à l'époque, moi. Ils allaient pêcher avec des filets à mailles les plus étroites possibles, de façon que tous les pêchés, les poissons et les anguilles. Et puis il y en avait un paquet. Hein. Et puis il y avait aussi d'autres façons de pêcher. Par exemple, au mois de mai, au moment du fouet, c'était vers le 16-20 mai, toutes les années. Je me souviens de ça, je l'ai fait. Avec mon père, on allait par conséquent faucher le pré qui était à la barre. Faucher le pré. Le pré, quand il était fini de faucher, selon l'heure, on se mettait dans la rivière avec le filet. Et avec des barres, on tapait ce qu'ils appelaient les caunes. Les caunes, c'était des trous dans la rivière.
dans le talus quoi, de la rivière. Et les poissons, ils sortaient et ils se prenaient au filet. Et là, on ramassait ce qu'on appelle des paniers d'estelles de poissons. T'en rappelles des paniers d'estelles? Panier à osier. Panier à osier. Robert Pécao, frère de l'oncle de Maurice. On était du même âge. Et on allait, après la mine, là, il y avait des châtaigniers. Et ils poussaient des repousses. On allait les couper. Ah bon? On les coupait et on les portait au père de truc. Père de truc qui faisait le vannier. Ah, tu te rappelles de ça? Oui, dans la grande rue. Le fils, il faisait le facteur. À l'angle. Mais lui, il faisait le vannier, son père. Bon. Alors, nous, on allait là-bas. On coupait quelques branches, on faisait attention qu'ils ne voient pas, les propriétaires, ils ne voulaient pas que le coupe. Pour faire le panier. Et si on les portait un paquet comme ça, quelques branches, eux, après, ils les fendaient, ils les faisaient tremper quelques temps. Quand ils les portaient un paquet comme ça, ils faisaient peut-être 10 paniers, je ne me rappelle pas bien. Mais ils nous en donnaient un ou deux. Ils nous donnaient en paiement du paquet de branches. Tu les reconnais? Mais les estelles, c'était ces fentes. Tu les reconnais? On a changé, nous aussi. Moi, je me morceau de bois. Châtaignier. C'est l'origine. Châtaignier. On dit de quelle date? C'est pour ça qu'on appelle les estelles. Et tu en as pas là. Il y avait comme second revenu le verre à soie. Et dans toutes les propriétés, il y avait des mûriers. Dans le mûrier, il servait. Plusieurs familles, quoi, ils faisaient ça. Une grande pièce et ma mère s'occupait de ça, c'était elle la patronne, mais nous, on allait ramasser les feuilles. C'était notre boulot du dimanche. Même des graines, par exemple 10 grammes de graines, et qu'on mettait sur la cheminée, qu'on laissait éclore doucement. Quand ça sortait, on le mettait sur un papier, sur un journal, et on commençait à y donner un peu des feuilles de mûrier. Et après, petit à petit, ça grossissait, on les mettait sur des canisses. Après, au bout d'un certain temps, ils commençaient à monter, alors on mettait des bruyères de déjeuner, et ils montaient là-dedans, et ils faisaient leur cocon. Et après, on décoconnait, on enlevait et on reportait tout ça à celui qui avait vendu les graines, qui récupérait les cocos. Et les graines, on les donnait? Il les vendait, mais justement, moi, ma mère, il les vendait, il en donnait 10 grammes, mais elle disait toujours, m'a mis un pot de pésu, il a mis 2 ou 3 grammes de plus, mais c'était son intérêt, puisque ça lui rapportait encore en plus à lui. Parce qu'avec ma mère, elle disait qu'elle y avait travaillé, là, et elle ébouillantait les cocons, et après, elle prenait les cocons bouillants, quoi, pour tuer la chrysalide, et puis elle prenait un fil et ça dévidait le... Tu en as encore des vestiges. Tu en as une en centre-ville, quand tu montes au garage de Jean-Pierre Audibert, cher, qui nous a quittés, tu as à droite, tu as une magnanerie, et puis tu en as une belle magnanerie à la sortie du village, qui a été, d'ailleurs, à l'origine, avant d'être une magnanerie, c'était des moulins, 3 moulins qu'on pourra peut-être visiter. Et là, il y avait une magnanerie également. Et les magnaneries étaient réputées aux arcs. Il y a un élément primordial pour le développement de la commune. Il a fallu du temps, mais c'est arrivé. C'est la gare SNCF, c'est la voie de chemin de fer. C'est-à-dire qu'on a toujours été sur des voies de communication aux arcs. Puisque d'ailleurs, je pense qu'on s'appelle les arcs à cause de nos voies de communication. Puisque déjà les Romains passaient sur un pont romain sur l'Argent, et c'est ce pont romain qui avait un arc qui a dû donner le nom au pays. Donc, enfin, il y a plusieurs versions, mais moi je pense que c'est ça. Et donc ces voies de communication, on a été souvent pénalisés par eux, parce qu'on a eu l'autoroute A8 qui nous a pénalisé beaucoup, le vignoble. Mais on a eu un élément essentiel, c'est la gare SNCF et la voie de chemin de fer. Donc il faut savoir que c'était l'un des premiers employeurs de la commune. De nombreux Arquois qui pourront attester de la vitalité de la gare des Arcs et de tout le travail. À l'époque de la gare des Arcs, avec l'inflation qu'il y avait, les familles cheminantes, ça représentait 400 à 500 personnes. Je parle le cheminot, sa femme, les enfants. Ouais. La majorité, c'était le cheminot. Et moi, je me souviens à l'époque, il y avait le cirque Pender. Il allait à Draguignan. Il passait il montait par le train.
Et ils redescendaient, après la représentation, ils descendaient à 5-6 heures du matin, parce qu'ils embarquaient tous sur les wagons, quoi. Et alors là, c'était un train complet. Il y avait une machine devant et 2 machines derrière. Moi, je me souviens, on allait à Draguignan, on prenait le train. En 1936, ils ont supprimé fermé la ligne voyageurs. Parce qu'il y a eu à ce moment-là ce qu'ils appelaient la coordination rail et route. Parce que, attention, le dépôt des arts, il y avait des machines, ça faisait du monde, ça. Hein. Et ils ont fait, c'est les carcolons de Draguignan qui ont assuré le service des arcs à Draguignan, faisant la navette, la correspondance à tous les trains. Et ils avaient supprimé les voyageurs. Moi, j'ai travaillé de 42 à 43, j'ai travaillé à la brigade, avec Merge et tout ça, de l'Herba, tout à l'époque, tous les anciens. Bertrand, Marcel Galliano, Mimi Pavan, Bernardi, Eugène Odizio, André Galliano. Ça, c'est moi, ça, c'est ton père, et ça, c'est Charles Rouille. Moi, je suis parti à l'armée. Et quand je suis revenu en 1946, j'ai redemandé à rentrer. Si je voulais travailler, je devais aller à Miramas. Et à ce moment-là, après la guerre, surtout déjà la SNCF, parce qu'on parle beaucoup, on nous critique beaucoup de l'âge de la retraite à 55 ans, les avantages que nous avions, seulement, c'était un avantage, on en tenait compte, nous, parce qu'à ce moment-là, à la SNCF, dans le privé, tu gagnais presque le double, tu vois. Tu avais des avantages, enfin, si tu peux appeler certains, la retraite à 50 ans, les facilités de circulation, mais à la paye, tu sais. Et si tu allais travailler, comme on l'a par exemple à Miramas, n'importe, quand tu avais payé l'hôtel et tout, il fallait que ta famille, elle te donne encore de l'argent de poche parce que tu n'avais plus rien. Et je suis allé à Puget-sur-Orgeat, et j'étais avec Marcel Galliano, qui avait été prisonnier, et qui lui avait repris aussi à la SNCF, mais il était là-bas. Et nous partions le matin avec l'autorail qui venait de Nice, qui venait de Draguignan, qui allait à Nice, puisqu'il y avait un autorail qui faisait le matin Draguignan-Nice, et un autre qui faisait Draguignan-Marseille. Et le soir, il y avait le retour. Nous partions à 6 h du matin, et l'été, quand il y avait toutes les séries, pour peu qu'il y ait 5 ou 10 minutes de retard, on nous garait sur une voie de garage à Roquebrune, et on arrivait à 8 h, 8h30 le soir, tu vois. On a fait ça pendant 20 ans. Et puis un beau jour, quand ils ont supprimé ces autorails, on n'avait plus rien pour y aller. Et alors à ce moment-là, on prenait le car vert de Léandre qui nous emmenait on allait avec le car. Quand on remplaçait les traverses, on avait tant de traverses, on faisait du nivellement, on faisait tout le nivellement à la main. Maintenant il y a les bourreuses. À l'époque, tu dégarnissais, tu relevais la voie et tu passais des... Mais on faisait tout ça. Et tous les samedis, les matériaux et les rails, c'est avec ton père, on en a chargé les rails. Et en plus de ça, tu remplaçais les traverses. À 4h30, il te faisait charger le lorry. Alors à ce moment-là, il y avait ton père, il y avait le père Beaufac. Et il faisait remplir le lorry, il nous faisait pour décharger tout. Il fallait que le matin ce soit net, hein, pour que tu repartais à zéro. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, il y avait du travail aux arcs parce que c'était beaucoup plus diversifié qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de possibilités de trouver un job, un emploi. Bon, c'était pas toujours des emplois extraordinaires, mais ça permettait aux gens de vivre. Par exemple, la forêt communale. La forêt communale fait plus de 1500 hectares. Et elle a toujours été une source, enfin, elle a toujours été, pendant très longtemps, une source de revenus importante pour la commune. D'ailleurs, quand on prend les délibérations anciennes des conseils municipaux, chaque fois qu'on avait un travail important à faire, par exemple, canaliser le Réal qui traversait la commune, hein, eh bien, on faisait une coupe de bois dans la forêt communale et ça nous payait les aménagements du Réal. La forêt, c'était un budget important de la commune, la forêt, parce que ça rapportait de l'argent. Seulement, la maladie des pins, il y a eu de gros problèmes de régénération. Et puis il y a les incendies aussi, ce qui fait qu'il n'y a pratiquement plus de coupe de bois. Pour construire ce pont, la commune, en 1885,
a fait faire, je dis bien 1885, a fait faire une coupe exceptionnelle dans la forêt communale de 40 000 pins pour payer la moitié des travaux du pont. Ça c'est le pont en construction, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait avec des briques, ils avaient fait les piliers du pont et ils ont amené le tablier qu'ils ont assemblé sur le chemin du bac. Alors la ferraille elle venait des fonderies de Besançon. Et ce pont il a été mis en place en 1889. C'est un pont de type Eiffel. Et ils l'ont mis sur cale, ils l'ont posé sur des cales et ensuite avec des rondins ils l'ont fait rouler jusqu'où on va maintenant, où on va voir le pont. L'argent arrive d'ici, et quand il est là, il rencontre son affluent, qui est l'Aille, qui lui vient de la plaine des Morts, de Golfaro, il prend sa force, et la force de l'eau fait qu'il est obligé de faire une boucle, l'argent, et il repasse 2 fois sur le même pont. Quand il n'y avait pas de pont, il y avait un bac. Il y avait un bac qui permettait de traverser la rivière. Ce bac, il a été mis en place à la demande de la commune en 1842. Il a été mis en place. Ça, c'est le décret ministériel. On voit Louis-Napoléon, président de la République française. C'est le décret ministériel qui autorise la création du bac. Et ils avaient mis ce qu'on appelait à l'époque un barquier, c'est-à-dire celui qui permettait de traverser avec une perche. Il traversait le fleuve. Et il traversait les gens, mais il traversait aussi les animaux qui allaient pâturer dans la forêt. Et tout ça payait, aussi bien les gens que les animaux, que les enfants, quand ils traversaient. Il n'y avait qu'une dérogation pour les services de l'État. Alors il y avait l'armée, il y avait l'Office national des forêts, il y avait la gendarmerie, ceux-là ils avaient le passage gratuit. Et quand ils ont supprimé le bac, ils ont fait le pont. Il y a une délibération du conseil municipal qui dit que l'intérêt de ce pont va être primordial pour le golfe de Saint-Tropez. Ça permettra donc aux troupeaux et ceux qui les accompagnaient de venir au marché aux arbres, mais aussi d'aller à la préfecture à Draguignan. Donc ils venaient à travers forêt. Mais ça a quand même permis à la commune, à la guerre, et jusque dans les années 50 d'ailleurs, ça a permis à la commune d'avoir par exemple une usine de bouchons. C'est-à-dire qu'on tirait le liège de la forêt communale, on fabriquait des bouchons. Et de nombreux arcois ont travaillé au bouchon. Et je pense qu'on peut encore trouver quelques anciens arcois qui pourront attester de cette activité. Le liège il se lève de début juillet jusqu'à environ vers le 15 août. À la période la plus chaude de là, il ne se décolle pas. Ils donnent des coups, ils font un cercle autour du tronc, en haut et en bas, à la hauteur qu'ils jugent acceptable pour pouvoir le lever. Et ensuite, quand ils ont fait ce cercle autour de l'arbre, ils le fendent sur la longueur. Et après, avec cette petite hache dont je parlais à peine, qui a le manche un petit peu biseauté, ils passent le manche de la hache dans la fente du liège et ils font le levier, ils font éclater le liège de contre l'arbre. Il se décoche tout seul. À partir de là, le liège est transporté, il est pesé après, et puis il est transporté aux usines où il va être trituré. Le liège arrivait comme ça brut, et on le mettait en balle. En balle, c'est-à-dire empilé, taché avec des cordes, des chaînes plutôt. Et on prenait le tout, on le mettait dans de l'eau bouillante pendant 2 heures, jusqu'à ce qu'il soit bien malléable. Après on le ressortait et on le mettait dans une cave humide avec des poids dessus pour l'aplatir. Par semaine, 20 jours, 25 jours, on peut commencer à s'en servir, à tirer en bande. Tirer en bande, c'est faire des morceaux comme ça, des gros morceaux là, hein, qui est bien plat, et à la tireuse en bande, vous n'avez pas. Il y a un plateau avec une lame comme une scie. C'est une scie, mais sans dents. Hein, et tu tires en bande, alors tu fais des bandes comme ça. Pour le conique et des 17 trilles pour les bouteilles. Et celle-ci, vous la dénommeriez comment, cette machine? Comment elle s'appelait? Ça s'appelle la tourneuse. Ah, une d'ailleurs, parce que ça tourne. Vous voyez, D'accord. Et si vous faites ça, je crois qu'on peut peut-être s'en servir. Ça tourne et vous faites le bouchon. Alors là, vous mettez la main. Quand vous tournez, vous essuierez, vous mettez la main dessous. Et combien de temps on mettait pour faire un bouchon? Pour faire un bouchon comme ça, il faut
10 secondes. Vous mettez votre carré, vous mettez le carré, vous faites ça, hop, c'est fini. Vous appuyez sur le béret et tournez la caméra. Ça, on peut les utiliser séparément. c'est le conique. Voilà. Après, vous avez le tube, Oui. le tube c'était à la pédale. Là, la pédale, le tube c'était le carré. Le tube c'est ça, et voilà, un tube comme ça, regardez. Vous voyez, vous avez une pédale, toc, 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 toc. Il ne fallait pas ronger, il fallait que, pour qu'il soit comme ça, vous voyez là, Il ne fallait pas prendre sur les il ne fallait pas prendre sur le côté, vous voyez, il fallait, et le moins possible, gaspiller. Ils sont venus en France avec son mari après la guerre de 14. Vous étiez des... Moi j'étais pas né, moi je suis né en 31. Et ils ont pris... Oui, ils venaient d'Italie, c'est tous des Sardegnols. Tous les bouchonniers, ce sont des Sardegnols. Il n'y a pas de Français. Magnin, mais Magnin, il ne travaillait pas. Magnin, c'était la grosse usine. Et c'était, comment vous appelez, il avait 50 ouvriers. C'était immense, il connaît lui. Il est allé voir, il connaît. Hein. Bon, il y a des services techniques dans la ville. Magnin, c'était la plus grande usine du monde. Nous, avec une, on allait faire bouillir ce bal de liège qui faisait plus de 100 kilos, on avait pas l'âne là, pour le faire rentrer. Et le soir à 6h, on se fréquentait quoi, on n'était pas mariés. Pas mariés, nous, hein. Le soir à 6h jusqu'au matin 6h. Et après, quand on arrivait, une elle allait travailler, moi aussi. Hein. Mais une nuit par semaine, on allait faire ça. Et après, le père de Georges Bras, il arrivait le lendemain matin. On les empilait, que ça reste vide. Et lui, il avait une scie comme pour couper le jambon. Il coupait des bandes comme ça. Et après, il y avait Périne qui travaillait. Il y avait Madame Chauvin, il y avait tant de femmes qui travaillaient à l'époque. Avec la porte de pièce. Il y avait Santini. Il y avait qui? Non, la bouchonnerie Santini. Non, ça c'était chez Magnin. Chez Magnin. Ah, chez Magnin. Magnin, c'est là où ils mettent la mairie, ils mettent tout le monde. C'est la plus grosse, c'est là. Après, il y avait Ta mère, elle y allait travailler. Père de Ravazol, là. Qui est là dans le Santini. Santini. Voilà. Et après, il y avait des Martis. Les Martis, c'était à Bar-le-Rond. Voilà. Mais la plus grosse, c'était Magnin. Ah ouais, C'est là, Asmeri, Briatore. Oui. C'est la mère de... De Maggie. Et ça, c'est Gine. Cartioli. Oui, sa mère, ouais. Après, ça, c'est Marcel. Elle est là, Marcel. Marcel Pellegrin. Comment c'est, Robert? Ça doit être le frère de Léonard. Ça, c'est où il y a les services techniques de la mairie maintenant, non? Voilà. Oui, c'était Magnin, oui. Magnin, il était là. Des employés de la bouchonnerie Magnin, c'était en 1927. Et M. Léonard, il est là. Et Léonard, qu'est-ce qu'il était alors? Contre-maître, patron? Il était patron chez lui, en bas. Parce qu'il a débuté chez Magnin. Il est venu d'Italie en 1923, il a travaillé chez Magnin. Il a cette photo, et de 1927. Et après, lui, il s'est mis à son compte. Léonard, il s'est mis à son compte à la bouchonnerie. Et notre bouchonnerie, elle était en haut chez des Solis. Voilà. Mais ça, c'était des petites bouchonneries familiales. Il y avait que... Une douzaine, on y était. 10-12 personnes. La belle-mère de Maman Ravazol, c'était la sœur de Léonard de Martis. Dans les bouchonneries, c'était toute une histoire de famille. Voilà, c'était une histoire de famille italienne. Et toi, tu as travaillé à ma mère alors? Sûr, chez Magnin et chez des Solis. Quel âge vous aviez quand vous travailliez? Ah ben chez des Solis, ta mère, elle avait, pendant la guerre, elle avait 20 ans. Tout doux. Ça c'est Madame Barbero, hein. Ça c'est Asmeri. Julienne Massetani. Ça c'est Madame Clary, la secrétaire de Magnin. Ça c'est Madame Nove, de Madame Drouin. C'est la mère de Madame Marie-Rose Lombard, de Marié. Alors tu vois, celle-là c'est ma soeur.
Et ça, c'est Nini Pardigol, ça, c'est ta tante, Margot. Et moi, je mariée à 14 ans avec Lucie. On avait 14 ans. Et il y a beaucoup d'employés? Ah oui, à ce moment-là, il y en avait. Elles sont là. Je vais te faire une horloge de gauche à droite. De gauche à droite. Alors, c'est-à-dire... Marie Lantermine. Voilà. Ah, Marie, ma tante? Ouais, Marie. Marie. Ça, c'est ma sœur. Irène Casalini. Irène Casalini. Ça, c'est Margot Lantermine. Ça, c'est Madame Nove. Ça, c'est Ida Lazzarini. Ça, je crois que c'est Marguerite Rinonto. Ça, c'est Asmiri. Et ça, c'est Nini Pardigon, la sœur de Robert. C'est Chemanien. C'est Chemanien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la forêt communale, en plus de donner du liège, une activité de bois importante aux arcs, avec plusieurs scieries qui se sont ouvertes sur la commune, une très ancienne où a travaillé toute la famille Gossin. Alors, cette scierie, elle appartenait à une riche famille de la région. Cette scierie était implantée au quartier de la gare, à proximité de la voie ferrée. Elle a fonctionné dans les années 20. Il y avait une cheminée de 15 mètres de haut à peu près. Alors sur cette photo, tu as la scierie Valentin dans les années 1924-25. Ici, mon grand-père paternel, Mathieu Gossin, qui était le contremaître de la scierie. Ici, mon père Lucien Gossin, son petit copain Lucien Guigonnet. Ici, ma grand-mère épouse de Mathieu. Et ici, mon pauvre oncle André, qui est mort en 1937 à 17 ans. Mon grand-père était contremaître là-bas à la scierie Valentin, et quand la scierie a fermé, ils sont venus ici. Mon grand-père avait acquis le site de l'écluse où, avec mon père, à partir des ruines existantes, ils ont remonté une autre scierie qu'ils ont conservée jusqu'en 1946. Ils ont acheté, ils se sont débrouillés de dégager les capitaux pour acheter le site ici, et ils l'ont rénové petit à petit. Et vous habitiez dans la maison? Et on habitait dans la maison. Mon grand-père au rez-de-chaussée où il avait son appartement et son bureau, et nous on habitait au premier étage. Elle était miraculée en 1944. Parce qu'en 1944, quand il y a eu le débarquement, les Allemands sont retirés, ils étaient au château d'Astros. Et les Américains arrivaient comme ça. Ouais. Et ils tiraient trop court. Les palanquets d'obus sont tombés là. Et nous étions au milieu dans un cabanon. Et tout autour, c'était... Ça, c'est la libération. Et dans la nuit du 15 août, 14 du 15 août. Et en 46, il avait... Votre grand-père qui a transformé la scierie. Qui a transformé les ruines du moulin en scierie. D'accord. Voilà. Là, il y avait Louis XIV qui passait sur ce chemin à l'époque déjà. Oui, à l'époque du moulin. C'est pas impossible, oui, c'était un moulin de farine, paraît-il. Tout à fait. Les gens venaient, ils traversaient la rivière. Et alors le barrage, l'écluse, on sait que c'est. C'est ça au milieu, là où il y a le tronc. Là où il y a le. Là où tout droit là. C'est un mur qui a été construit de main d'homme. Et qui date de Louis XIV, comme il vient de dire le docteur. La prise d'eau est là, et la turbine était en bas. La scierie fonctionnait à l'énergie hydraulique. Il y avait une turbine qui entrait un arbre principal à partir duquel, par un jeu de courant, on alimentait l'eau. Quand en 1946, mon père a vendu, mon grand-père a placé son argent dans une ferme au Luc, et où nous sommes restés 2 ans. Et puis après, nous sommes revenus aux Arcs, et c'est là que mon père et ma mère ont acheté le magasin sur la rue de la République. Et que nous l'avons gardé jusque dans les années 64-65 à peu près. Et là, cette photo date de 12-44, elle date à peu près de 1952-1953, où on voit sur la poids de la porte ma mère et ma soeur, ma cadette de 6 ans. Et puis ensuite, dans les années un peu plus tard, il y a eu la scierie Martinouchy. La scierie de Martinouchy, elle a donné à travailler à des nombreux Arquois. Notre grand-père, il est arrivé de Saint-Gimignane en gare des Arcs, il avait 17 ans, avec un sac sur le dos.
Voilà. Et il a commencé à travailler dans le bois. Et on a alimenté les boulangeries aux arbres. Et après, il a commencé à faire un charbon de bois. Et il faisait des sacs de charbon de bois, plus le bois coupé à 10 cm pour alimenter les gazons. Le bureau dans sa maison, il faisait le bois et le charbon. Et sous le porche, chez M. Estienne, sous le porche à Saint-Roch, il y avait l'écurie et le cheval. Après Saint-Roch, ils sont partis, les trois frères, en 58, monter une société Martinucci Frères, qui était composée de Martinucci Victor, Martinucci Joseph et Martinucci Louis. Tous les trois frères ont monté la société Martinucci, la Syrie, hein, le bureau était boulevard Gambetta, et l'entrepôt était de chez Desbrachis, Jean Jaurès. En 65, la Syrie qui était aux Arcs, enfin, boulevard Jean Jaurès, l'entrepôt, hein, a été transféré à la gare en 1965. Et là, on a commencé à faire de la caisse, des casiers à bouteilles. Hein. On a commencé à faire des caisses pour l'armée. Pour l'armée, oui, il faut pas oublier les caisses à vendage. Ah oui, ça c'était un des gros fournisseurs en caisse à vendage. Caisse à vendage. Il fallait beaucoup de main d'œuvre pour... Et beaucoup d'arcois. Énormément d'arcois. De toute façon, il est pratiquement passé, tous les jeunes qui arrivaient du service militaire, le premier boulot, il passait à la Syrie. On fournissait toutes les coopératives vinicoles en casier bouteille, parce qu'il n'y avait pas encore le plastique. Après, il y avait des caisses à date. On allait livrer à Marseille. On allait livrer le Lille Le Silleur à Marseille pour les savonneries. On faisait le bois de mine et en plus on allait fournir le bois de papeterie à Tarascon. Toutes les années, à la Saint-Joseph, patronne des menuisiers, on offrait, l'usine offrait un repas à tous les ouvriers, l'auberge du Pont d'Argent, chez M. Feutrier, à Rosard. Voilà. Et il y avait la photo de tous les ouvriers là. Voilà. C'était la tradition des patrons de menuisier, à Saint-Joseph. Voilà, il y a mon oncle Joseph. Hein. Raymond Acacia. Raymond Acacia. Polo derrière. Voilà, Polo, Magentini. Coco Borgiani. Là, on peut être Pizza. Serrabocca, Pascal. Martinucci Victor, mon père. Angèle Colucci. Borgiani Robert. Aline Galesio. Juan. Ravera. Nous on allait chercher la sciure là. Ah ben tout le monde. Et il est mort le petit. Et le petit Claire. Le petit Claire. Il s'est fait attraper par la courroie. Et après j'ai plus voulu que les gens allaient chercher la sciure parce que c'était dangereux. Il était marchand de bois et charbon. C'était un gros. À cette époque, les gens ils avaient que du bois, du bois, charbon. Il était installé où? Quand on monte à la gare. Il y avait M. Francesconi qui était marchand de bois, de charbon. Il avait son commerce là, dans ce terrain qui après a été vendu et construit. Voilà. Et au-dessus, c'était la Syrie Martinucci. Pas le même genre que Martinucci. Lui c'était plus petit. C'est un peu plus petit. Avec ça, son beau frère. Et le bois comme Martinucci, mais les trois garçons. Il y avait les trois frères. Alors, dans l'entreprise, il y avait les trois frères. Voilà. Et il y avait aussi des sœurs. Il y avait Yvette, Olga. Dis-moi, tu fais des sœurs, c'est moi qui l'ai dit. Mais il y avait deux sœurs, hein. Yvette, Olga. C'était cinq. On te gardait les petits arbres, tu dis. Voilà, les petits arbres. 17, 18, ça partait dans les mines. Et le bois plus gros, il servait à la scierie. Dans les mines, c'était pour les galeries, les choses. Pour soutenir, pour étayer les galeries. Devant le petit chêne qu'on voit là devant. Ça, c'était l'entrée. L'entrée de la mine. Il est de 71
en 83. 14 ans, 13 ans. Et après, j'ai travaillé de 76 jusqu'à 83 quand ça a fermé. Et toi, tu étais secrétariat? J'étais facturière. Je m'occupais de toutes les factures. Alors, le patron, qui c'était? Monsieur Herbenger. Monsieur Gros s'occupait de la mine. Ça, c'était la barrique. Alors, c'était très lourd. C'est le mine en bas dessous. De voie ferrée, de l'entrée de la pour balancer, pour jeter le déchet, c'est-à-dire le stérile. On appelait ça stérile. Bon, il descendait aux arcs à la gare. Il y avait une grosse trémie pour le petit train, avec les wagonnets remplissaient la trémie et les camions de boîtes et palos qui venaient remplir, ils redescendaient, ils allaient aux arcs, ils descendaient de la mine, ils prenaient le chemin qui arrivait au logement de garde, le pont de l'Aille, via les arcs. L'usine proprement dite, l'usine de Garot qui traitait donc le minerai qui était sorti des ports et qui se trouvait le long de la gare. À droite, il y avait chose. Là, c'était Jean-François. Il y avait Jean-François, il y avait la série, une série il y a longtemps. Ah oui, oh là là, mais Jean-François, il a acheté qu'il y avait la cheminée encore. Ah bon? Ouais, Gilbert, il m'a dit ça. Avec ils achètent en bas, les parents Gossard, ils travaillaient avec le père, le grand-père, il y avait toute la famille de Gossard. Ah bon, là ouais, c'est Gilbert. Et les bâtiments que tu as là, c'est les anciens bâtiments qui abritaient le siège social des mines de Garot, qui appartenait à la société Herbenger. Monsieur Herbenger, père, qui était un ancien compagnon de la Libération, et ses deux fils. Et puis plus bas, là, il y avait l'ancienne usine de d'épuration. Le lavage et le concassage se faisaient là. Et le séchage du minerai, c'était du minerai qui était vendu après pour faire des agglos, pour faire l'isolation des usines atomiques, Marcoule, tous ces trucs-là. Alors là, il y avait Jules Lambin qui travaillait, il y avait Luciano, il y avait pas mal de gens des arts, j'ai pas tous les noms, là, ça m'en revient pas, mais il y avait beaucoup d'Arquois. Alors Arlette, elle a travaillé là, Arlette? Oui, Arlette, elle a travaillé là, avec Madeleine Lagier, il y avait la femme de Michel Chabut qui travaillait, il y avait... Là, il y avait l'exploitation du minerai, alors. Le traitement du traitement. Le traitement, et les bureaux étaient là. C'était un traitement, je sais pas si ça. Les principales utilisations de la barite, c'était donc les bétons anti-radiation, la peinture et la verrouille. Le sulfure était aussi important. Hein. Ouais, mais en fait, peut-être moins. Qu'est-ce que tu faisais là, c'est fluor? Moi, j'étais au laboratoire et donc j'analysais les produits qui sortaient de l'usine. À l'origine, il y avait une scierie là, qui appartenait aux parents de Gilbert Gossard. Ouais, dessous, voilà. Oui. Ensuite, cette usine a été construite par l'entreprise Escoffier. À l'usine, j'ai travaillé avec l'entreprise Escoffier, une société Krupp qui est encore reconnue mondialement. Et les ingénieurs qui sont venus monter cette usine habitaient dans les arcs chez M. Cabas, à l'hôtel Cabas, au-dessus de la brasserie de M. Contry. Voilà. Et Contry, il avait été prisonnier en Allemagne. C'est lui qui faisait l'intermédiaire, qui parlait bien l'allemand, avec les ingénieurs. C'était l'usine de Saint-Fluon. Ça, c'était Saint-Fluon. Après, ça a fermé, et c'est la société des mines de Garot. Après, ils ont fait des bureaux voilà, à côté de la ligne de chemin de fer près de la gare. Ils extrayaient le minerai au Maillon, à la mine de Pic-Martin, et ils l'amenaient ici aux Arcs. Alors là, il y a eu beaucoup d'Arquois qui ont travaillé. Il y a eu la famille Gilles, il y a eu Gusiano, il y a eu Émile Laillé, il y a eu beaucoup d'Arquois qui ont travaillé. Voilà. Et les mines, elles ont fermé sans avoir exploité complètement le minerai. Ah bon, il y a encore 10 ans d'exploitation dans le sous-sol. Oui. Mais c'était plus rentable, c'était plus... le minerai se vendait moins bien, et puis après, voilà. Je viens.
qu'on descendait d'en haut. Le plus haut c'est qu'on prenait pour partir travailler, ici on pouvait aller à pied et le prendre au fond, c'est-à-dire à peu près à 300 mètres. C'est le niveau de la mer, on appelle ça le zéro. C'est au niveau de la mer ici? Voilà, ça c'est le niveau de la mer, le zéro, c'est-à-dire entre mineurs, manœuvres mineures, ceux qui sortaient le minerai avec les petits trains, ceux qui étaient à la trémie pour casser les blocs pour passer à travers. Là-haut, il y avait le réceptionniste qui recevait le minerai, qui l'envoyait dans la trémie pour que les camions puissent charger. Bon, ça faisait le tour avec ceux de la centrale, les mécanos. Il y avait 3 mécanos, plus 2 chefs, un le matin et un l'après-midi. Ça faisait à peu près 42 minés avec les perforateurs. Perforateurs, c'est-à-dire qu'on faisait les trous, que ce soit en dépilage ou l'avancement ou les cheminées, et explosifs. Voilà. Ça faisait toute la journée de rotation. Voilà un morceau de barite. Ça c'est un morceau de barite. Ça c'est du mauvais? Non, ça c'est du bon. C'est du bon. Ça a été mis là. Et tout ça, après c'était broyé. C'est là qu'il m'a expliqué. C'était broyé, mis là, descendait en gare des Arcs, c'est-à-dire à côté où il y avait l'usine de flottation et mise en salle. La flottation c'était pour laver le minerai. On le faisait sécher. On appelait ça le moulin. C'est tout à feu. On le faisait sécher, broyer, et c'est parti. Ça c'est le déchet. C'est le stérile, que d'ailleurs toutes les dalles du vieux village du parage, elles sont faites avec le déchet des dalles des milles de garrot. Donc à l'époque, ils venaient chercher les pierres là. Voilà, les dalles, elles sont toutes faites par ici. Ils venaient ici, ils ramassaient les dalles, toutes les entreprises, ils faisaient le dallage du vieux village avec ça.